Le fait que Paris soit assiégé montre à quel point notre héritage politique est celui du centralisme. Tout passe par la capitale et par l'État. Il y a d'autres écoles, d'autres manières de faire de la politique, y compris pas loin d'ici, en Allemagne par exemple. Mais il se trouve que la frontière est extrêmement étanche. Il n'y a pas que le nuage de Tchernobyl qui ne passe pas. Il y a aussi les idées. Si on se réfère à certains auteurs très connus ailleurs en Europe et totalement inconnus en France. Si je cite le nom de Johannes Althusius, ayez l'honnêteté de reconnaître peut-être, même si je sais qu'on a un public exigeant, que ce nom n'est pas connu. En tout cas, il n'est pas du tout promu. Il est théoricien, c'est un penseur calviniste, réformé, philosophe, juriste, théologien. Et notre invitée le connaît par cœur puisqu'elle le pratique depuis presque 40 ans. Elle est agrégée et docteur en philosophie, chercheur au CNRS, à l'Institut Histoire des représentations et des idées dans les modernités. Et elle publie La politique méthodiquement ordonnée et illustrée par des exemples sacrés et profanes aux éditions Drose. Ce livre est en soi un événement car c'est la première fois en France qu'un ouvrage d'Althusius sur la politique a été traduit. Il fait l'objet d'un colloque qui a lieu samedi prochain à l'Institut de France, auquel va participer évidemment Gaëlle Demelmestre, qui est notre invitée. Bonjour Gaëlle Demelmestre. Bonjour. Comment expliquer cette frontière, ce mur qui n'est pas celui de Berlin, cette ligne Maginot intellectuelle ? Vous qui êtes germaniste aussi. Ça, je ne saurais pas vous dire pourquoi sa pensée n'a pas été réappropriée en France, autrement qu'en disant que nous sommes dans une tradition politique centralisée. Donc l'idée que l'État a le monopole de toutes les compétences politiques, et que Althusius prône exactement l'inverse. Donc la Politica Methodicae Digesta est un ouvrage qu'il a rédigé en opposition à la doctrine de la souveraineté théorisée en 1576 par Bodin dans les 6 livres de la République. Donc c'est l'envers de Jean Bodin. Oui. En fait, je ne peux pas vraiment dire qu'il prend le contre-pied puisqu'il pense la souveraineté complètement différemment, mais oui, il en inverse le principe. Il dit par définition, donc c'est l'une des premières lignes de sa préface, que si vous retirez la souveraineté au peuple, en fait, ou à la République, elle s'anémie complètement, elle perd toutes ses forces. Elle est le cœur, l'esprit vraiment de ce qu'il appelle la République composite. Et donc, il prend le pari de répartir la souveraineté à travers tous les corps organisés, ce qu'il appelle des consociations pour renforcer l'union. Il privilégie le terme d'association pour renforcer le terme d'union. Donc ça va des guildes, des confréries, des corporations, aux villes, aux cités. Et il pense la composition de l'ensemble jusqu'à la sphère centrale, donc dans une pyramide intégrale qui a le ius regni, ce qu'il appelle. Donc une partie des droits de souveraineté, mais absolument pas l'ensemble. Et le haut de l'État existe-t-il encore ? Voilà, c'est ça en fait, mais c'est une instance donc qui a énormément de pouvoir évidemment, mais qui régule, agence et coordonne l'ensemble. Mais toutes les parties de la République ont une partie des droits de souveraineté nécessaires à leur autonomie. Et elles s'intègrent à un corps plus important pour pallier leurs insuffisances. Mais en aucun cas, l'instance supérieure, c'est-à-dire par exemple la province par rapport à la cité, a un droit d'ingérence. Par rapport à des cantons suisses, Gaëlle Demelmestre, les cantons suisses n'ont pas la diplomatie, ils ne peuvent pas ouvrir d'ambassade, par exemple. Voilà, c'est ça. Le ius regni, c'est-à-dire l'instance suprême, le magistrat suprême combiné à l'instance des efforts, les représentants du peuple, possède des caractéristiques centrales comme le droit de paix et de guerre, le droit de signer des traités, le droit de militaire, d'avoir une puissance militaire, mais par exemple, il n'a pas le droit de finance. Que Althusius considère essentiel au corps, donc pour assurer leur autonomie. Donc on supprime Bercy en fait. Qui fait la loi. C'est là que tout se passe chez nous. Il y en a, mais chaque niveau a son autonomie au niveau juridique aussi. Il a ses lois propres et c'est une de ses innovations, c'est que chacun des corps a comme une constitution, une loi, un pacte qui régule en fait ses institutions et son fonctionnement. On le considère comme le père du fédéralisme.
Alors ça, c'est Gierke qui a émis cette idée, mais Karl Joachim Friedrich, qui discute ses thèses essentielles sur Althussus un petit peu plus tard, trouve le terme inapproprié parce qu'il n'y a pas de structure étatique chez Althussus, par définition. En fait, il échappe à tous les antagonismes qu'on a construits par après. La société, l'État, les individus, vous voyez cette stratification. Althussus pense autrement. Il n'y a pas de structure intégratrice, donc Friedrich dit que le terme de fédéralisme est trompeur. Après, il progresse un petit peu en inventant dans sa carrière l'idée de processus de fédéralisation, qui échappe là aussi à la catégorie de l'État. Et là, effectivement, Althussus développe ce que Högling a appelé après le fédéralisme sociétal. C'est-à-dire l'idée que la République, la vie, se développe grâce à la coopération organisée des hommes. Et donc échappe à une structure étatique. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de pôle intégrateur qui viendrait informer, si vous voulez, modeler le reste. Ça, c'est complètement étranger, justement, parce que le tout s'organise par la base, par l'action des hommes qui se joignent ensemble pour coordonner leurs actions. C'est beaucoup plus près du modèle associatif américain. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que Friedrich le réintègre dans la pensée fédéraliste après. Donc, quand il a forgé cette définition du fédéralisme qui ne se réapproprie pas les catégories classiques de la science politique. Ce qui est étonnant, Gaël de Melmès, c'est que Althussus a développé cette pensée, on est au XVIIe siècle, à une époque où les États n'étaient pas vraiment aussi puissants qu'ils le sont aujourd'hui. Alors, ils étaient en train, justement, c'était quand même le souverainisme, l'absolutisme souverain que développe, que conceptualise Bodin, était en train de s'imposer, justement. Bon, c'est le phénomène des guerres de religion qui a émété, qui a fragilisé complètement tout le territoire européen à l'époque. Et le courant dominant était sur la centralisation du pouvoir. Et évidemment, le concept n'était pas encore emprunt dans notre territoire, mais il était très débattu. Donc il y a eu une intuition. Et voilà, c'est ça. Mais bon, Althussus n'était pas dans le courant de l'époque. Justement parce que l'absolutisme souverain avait vraiment pris le pas. Chez vraiment la plupart, même Hugo Grotius, qui est le pendant, en fait. Althussus se bat contre lui au niveau des Provinces-Unies, idéologiquement. Et même Hugo Grotius, qui est très en avance sur son temps au niveau de la pensée politique, défend la thèse du pôle de centralisation du pôle pouvoir. Intégrateur. Et voilà, ça, on va vivre dessus et on continue de vivre dessus. En France. Pas ailleurs ? Beaucoup moins ailleurs. Voilà, je pense à l'Allemagne, évidemment, qui s'est construit d'une toute autre façon. Notre invité précédent qui dirige Ouest France, le directoire d'Ouest France, disait que si on additionnait le budget de toutes les régions européennes, on arriverait à peine à celui de la Bavière. Je ne sais pas comment interpréter ça. Est-ce que ça serait faire un anachronisme que d'intégrer Althussus à la pensée actuelle ? Comment peut-on... Oui, ce serait très trompeur parce que, déjà, c'est un philosophe holiste, c'est-à-dire qui pense la supériorité de l'ensemble sur la partie. Il rejette la catégorie d'individu, qui était quand même déjà présente à l'époque, en disant qu'elle n'est pas pertinente politiquement. Pourquoi ? Parce qu'un individu tout seul ne peut rien faire, n'a aucune habilité et capacité... c'est en se joignant, en s'unissant avec les autres qu'on augmente notre capacité d'action, nos potentialités, nos compétences. Et donc, politiquement, ce n'était pas ce qui lui semblait pertinent. Voilà. Et donc, il commence sa politique en disant que la politique, c'est l'art de lier les hommes, de les associer et d'entretenir le lien social avec eux. Voilà. Donc, voilà. Le fait qu'il soit penseur calviniste, réformé, que peut-on... Il ne parle pas beaucoup de l'Église catholique. Alors non. Mais justement, à l'inverse quand même de ses contemporains, il ne prend pas parti, il ne disqualifie pas. C'est pas son objet. Simplement, pour lui, la vraie religion, c'est le calvinisme. Il intègre des données aussi de la pensée calviniste, ce que Friedrich aussi appelle le constitutionnalisme calviniste, c'est-à-dire la supériorité des institutions sur le pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que, par exemple, toutes les consociations, tous les corps sociaux organisés sont fondés sur une constitution, c'est-à-dire une charte
qui règle l'organisation des pouvoirs, la place de chacun, les offices et le droit, en fait, le partage des biens, etc. Et donc ça prévaut sur tout autre... Sur le pouvoir, par exemple, l'idée que le pouvoir déciderait, en fait, d'agir comme il l'entend, quoi. C'est une volonté qui s'impose à tout le monde. Non, en fait, c'est... Donc c'est l'opposition frontale à la monarchie et au centralisme, totalement. À la personnalisation du pouvoir. Ah oui, totalement. Ouais. En fait, c'est ça. C'est déjà une pensée qu'on appellerait plus tardivement de désincorporation du pouvoir, hein, comme disait Claude Lefort pour la démocratie contemporaine, théoriquement. Claude Lefort qui nous dit aussi que la démocratie, par nécessité ou par principe, c'est un espace vide qu'il faut remplir. En quelque sorte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnalisation. On ne doit pas être sur une logique monarchique où le pouvoir est de un plan. monopolisation du pouvoir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le pouvoir se centralise, il devient dangereux parce que justement, il est à lui-même sa norme. Voilà. Alors, l'Église catholique est évidemment une sorte de pouvoir, est un peu à l'opposé de la pensée d'Althussus de ce point de vue-là. Sauf qu'elle a un principe très important, Gaël de Melmestre, et c'est là que ça recouvre un petit peu votre travail et puis l'objet, si on peut dire, de l'Église, c'est la subsidiarité. Voilà, c'est ça. En fait, c'est le principe à la base de la politique althusienne, c'est le principe de subsidiarité que Althusius intègre au niveau politique. C'est-à-dire qu'il dit que toutes les consociations, les organisations humaines doivent posséder les droits qui leur sont nécessaires pour assurer leur autonomie. Et que les autres corps supérieurs n'ont pas à intervenir sur leur gestion de leur souveraineté à elles. Donc les provinces possèdent une certaine partie des droits de souveraineté nécessaires à leur organisation, les cités, et les corps, les compagnonnages, Genossenschaften en allemand, ce serait pareil. Et donc la société est une forme c'est ce lien en fait entre des corps vivants qui sont près de l'exercice de leur activité et que personne ne décide pour eux de ce qu'ils doivent, la manière dont ils doivent agir. Voilà. Pas même l'État, parce qu'aujourd'hui l'État en France finance à peu près tout ce qu'il touche. Oui. Donc c'est une manière de tenir aussi. La deuxième doctrine, parce qu'il y a 4 doctrines développées dans la politique, c'est vraiment un projet, je n'en connais pas de similaire en philosophie politique, vraiment intégrer toutes les facettes de la politique. Et sa deuxième doctrine à Althusius, c'est la doctrine du gouvernement. Et l'une des premiers chapitres, le 11 et le 12, portent sur les finances. Et il précise que les finances sont une compétence des consociations, c'est-à-dire des provinces ou des cités. Elles doivent pouvoir maîtriser les deniers pour savoir que favoriser, s'il faut donner un petit peu plus pour l'artisanat, un petit peu plus pour la paysannerie. Oui. Tous les arbitrages se font à ce niveau-là. Oui. Voilà. Donc on a beaucoup à apprendre aujourd'hui dans la pensée d'Althussus, semble-t-il. Ce colloque, c'est une première, Gaël de Melmestre? Non, j'en avais déjà organisé un en 2016. Mais bon, il fallait relayer plus. Et en fait, ce qu'on attendait, c'était l'ouvrage, la traduction. Tant qu'on n'avait pas on est les derniers. Donc, il a été traduit en 1956, je crois, en anglais, partiellement, très partiellement. Avec la formation de la Althusius-Gesellschaft en Allemagne dans les années 80, on commençait vraiment les travaux historiographiques sur la pensée d'Althussus. Et là, les traductions allemandes, puis italiennes, la très très bonne édition italienne avec la version bilingue, sont parues. Et donc, il y a énormément de travaux à l'étranger sur cette pensée. Et donc, il fallait l'ouvrage français. Et c'est vous qui l'avez traduit, donc, la politique. Oui. Effectivement, en collaboration, donc j'ai eu l'aide de 3 collègues, Théo Gibert qui a traduit 2 chapitres, Arthur Huiban qui en a traduit 7 et Marie-Hélène Belin qui m'a autorisé à reprendre le fameux chapitre sur le droit de résistance. Est-ce accessible au grand public? Ah oui, tout à fait. Il faut pas se laisser surprendre par le style.
Donc il applique la méthode ramiste. Je sais pas si. Qu'est-ce que c'est ? Et la méthode ramiste, c'est la révolution de l'organisation du savoir qu'on doit à Pierre de la Ramée, un Français au XVIe siècle, qui dit qu'il faut partir d'une définition claire et déduire par des dichotomies progressives toutes les parties du principe évident. Voilà, donc c'est un peu la pensée systématique qu'on retrouve au XVIIe siècle. Et donc chez Althusius, ça se traduit par ? Eh ben, il l'applique à la politique. C'est-à-dire qu'il part du fait premier, le fait social, c'est-à-dire ce lien entre les hommes de coopération, et il en déduit toutes les parties de la République. Voilà. Et donc c'est la pensée la plus globale, estimez-vous, qui va le plus loin ? Ah oui. En fait, son projet était vraiment d'englober toute la politique. Donc la plupart du temps, les théoriciens politiques prennent un aspect du pouvoir. Le pouvoir en soi-même, le gouvernement, la diplomatie, le droit de guerre, c'est-à-dire une partie. Althusius englobe tout le champ politique dans son traité. Aujourd'hui, il n'est pas enseigné, ou assez peu en France. Le savez-vous ? Parce que Jean Bodin est enseigné. Je sais qu'en droit, j'ai des collègues qui le présentent, qui présentent aussi son autre ouvrage important, la Dikaéologie, qui n'est pas traduit non plus, qui est un traité de droit. Mais maintenant, il faut que les gens se réapproprient sa pensée politique. Et donc, la subsidiarité, c'est l'un des éléments clés, en tout cas, qui le rapproche de la doctrine sociale de l'Église. Oui. Et est-ce que l'Église, justement, qui ne réagit pas comme une université ou un État, et qui peut s'approprier des éléments, d'autant plus que ça vient d'un penseur réformé, calviniste, allemand, est-ce que ça a une influence dans l'Église ? Est-ce qu'il y a eu des éléments qui ont été abordés, qui n'ont pas été abordés ailleurs ? Est-ce qu'il a fait l'objet de... Alors, ça, peut-être je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous répondre. Parce que, par exemple, le pape Ratzinger aurait pu s'inspirer d'Althusius. Difficile de le concevoir, même s'il est protestant. C'était pas le but, en fait, justement. Ouais. Lui, il appliquait le principe à la politique. Aujourd'hui, donc, si on devait, Gaël de Melmès, si on devait justement essayer de, dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui, où on dit la France est adossée à un héritage monarchique, et on écoute souvent l'argument, ah oui, mais ce n'est pas notre héritage politique. Et donc, comme si on ne pouvait pas évoluer d'une tradition à l'autre. Est-ce que vous pensez qu'en France, aujourd'hui, il est possible que ce type de pensée gagne du terrain ? Ce colloque, normalement, doit y contribuer. Les philosophes sont faits pour penser, nous aider à désaxer notre regard ou à prendre conscience d'un autre aspect de ce qu'on pense. On ne s'en rend pas compte, mais on fonctionne avec des idées, des concepts, des notions qui nous semblent évidentes et qui ne le sont pas. Du style de la souveraineté ou du pouvoir. On en a une représentation. Et Althusius dévie notre regard. À tous les points de vue. Il élabore la première théorie contractualiste, par exemple, antérieure à nos théoriciens du contrat social, mais il en dévie aussi le regard. Il thématise, c'est le premier à défendre le principe de la démocratie. Simplement, c'est une démocratie corporative, c'est-à-dire que ce n'est pas la représentation de la démocratie que nous avons. Voilà, donc Althusius nous libère intellectuellement en décentrant notre regard. Donc il nous aide à voir autrement. Là, je pense que c'est l'intérêt fondamental de sa pensée. Des choses dont on n'a pas conscience. Pour peu que cette pensée soit relayée, donc. Oui, mais déjà au niveau personnel, s'il nous permet de voir autrement, c'est déjà bien. C'est ce qu'on attend d'un philosophe. Donc le concept de souveraineté, oui. On en a une appréciation, oui. Mais lui en a une autre. Oui, voilà. La souveraineté, parce que ces mots, ces universaux nous piègent. Oui, tout à fait, parce qu'on plaque derrière des représentations qui nous sont usuelles, alors que non, il y a d'autres façons de les appréhender. Et donc de les concrétiser aussi dans des formes politiques différentes. Tout à fait. Il faut que ça germe. Oui, le fait qu'il ait été,
il a été citoyen, si on peut dire, du Saint-Empire romain germanique. Ça joue sur sa mentalité, ça a joué? Tout à fait. Et justement, il se réapproprie les instruments qui lui permettent de conceptualiser cette souveraineté. J'ai parlé tout à l'heure de la Genossenschaft, qui est une institution du droit germanique qu'on n'a pas en France, qui est une corporation à la fois unie et plurielle. C'est-à-dire que dans la Genossenschaft, le compagnonnage, les individus s'unissent sans disparaître en tant que personne. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas subsumés par une institution. Ils conservent leur capacité d'action et la capacité de s'extraire. S'ils sont pas... ils peuvent sortir. Oui, donc effectivement. Le communautarisme, par exemple, ça n'est pas dans sa pensée? Non, justement, on a... là, parmi les interprétations... ultérieure, on a essayé de dire que oui, ça pourrait, mais non, parce que Althusius ne forge pas les réconciliations sur un critère ethnique. Ce serait idiot pour lui, puisque c'est un partage d'activités que nous faisons. Donc, c'est une union autour d'un projet. Et le critère ethnique ne fait pas partie n'est pas un critère pertinent pour une union politique. Ni le critère religieux? Non, non plus. Ce qui est quand même très novateur. Oui, effectivement. Donc, il nous débarrasse d'une certaine façon de l'ethnie et de la religion, oui. Pour entrer dans un mode différent. Oui. Et on s'aperçoit que nos débats aujourd'hui se résument beaucoup à ces questions-là. C'est pour ça que je vous dis qu'il nous fait penser, c'est qu'il le pense autrement. Par exemple, par rapport aux antagonismes tout à l'heure de l'État, de la société, des individus, lui... il regarde autrement ces choses-là qui nous permettent d'éviter ces antagonismes que la pensée moderne a construites. L'opposition entre l'individu et la société, voilà. Donc sortir du monopole de l'État, la morale c'est quoi? C'est de sortir du monopole de l'État, de cette vision tutélaire de l'État et de ce pôle intégrateur qui veut mouler tout le monde. Et ça c'est très français. L'idée que le pouvoir doit informer la société. C'est tout à fait ça. C'est très français, l'idée que le pouvoir soit extrêmement personnalisé, que finalement l'État et aujourd'hui le roi a continué à exister à travers l'État. Ça, c'est une idée déjà qui est contrecarrée et utilement remplacée par d'autres concepts. Voilà, c'est ça. Déjà, c'est peut-être une première façon d'approcher la pensée de Johannes Althusius. On pourra se reporter donc à ce colloque, Gaël de Melmestre, auquel vous serez évidemment présent. Ça se passe à l'Institut de France, c'est samedi prochain, et c'est autour de la publication, qui est en soi un événement, puisqu'on le disait que c'est la première fois que c'est traduit en français, de l'ouvrage La politique de Johannes Althusius. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Gaël de Melmestre, et je rappelle que vous êtes docteur en histoire, agrégé d'histoire, et puis en philosophie, et que vous êtes chercheur au CNRS. Merci et à bientôt. Au revoir.